Harry Potter est un mastodonte du monde littéraire et cinématographique depuis plus de 20 ans. Objets de collection, vêtements, attractions, jeux, l'univers du jeune sorcier est un phénomène mondial qui se hisse dans le podium des licences les plus rentables. Le sorcier, célèbre dans son propre monde pour avoir survécu à celui dont on ne doit pas prononcer le nom, a su étendre sa notoriété au-delà même du 4e mur. Et bien que la communauté se faisait discrète depuis la sortie du jeu mobile Secret à Poudlard, avec le dernier nouveau-né de la franchise, Hogwarts Legacy, nous avons pu assister à un incroyable rassemblement autour de cette passion pour l'univers magique d'Harry Potter. Plusieurs questions nous taraudent alors l'esprit. Qu'est-ce qui fait que ça marche autant, que cela dure ainsi dans le temps, et surtout qu'il semble lointain le jour où la Pottermania s'essoufflera? Salut à tous et à toutes, c'est Endo. Sortez vos grimoires et suivez-moi dans cette nouvelle vidéo. Si Harry Potter a une telle empreinte aujourd'hui et semble durer dans le temps, on est en droit de se demander si ce phénomène, au-delà de sa propre histoire, n'est pas devenu un mythe. Mais tout d'abord, c'est quoi un mythe? Si l'on en croit le dictionnaire Le Robert, c'est un récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres, dieux, demi-dieux, héros, animaux, forces naturelles, symbolisant des énergies, des puissances, des aspects de la condition humaine. Ok, c'est une définition un peu vague que l'on a là. Car si l'on s'y fie, on peut quasiment qualifier tout et n'importe quoi de mythe. On doit alors se baser sur quelques illustres personnes qualifiées dans le game du mythe. En premier, Joseph Campbell, mythologue américain connu pour sa théorie du monomythe qui postule que les mythes, légendes et contes du monde entier, à de multiples époques, sont des expressions d'un schéma narratif unique, lui-même lié aux structures de l'esprit humain. Je ne comprends rien, mais je vais boire quand même. En somme, il définit le monomythe comme ce qui suit. Un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels. Il y rencontre des forces fabuleuses et y remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à ses proches. C'est un angle intéressant, sauf que Campbell est fortement critiqué car sa définition du mythe est jugée trop réductrice. Mais on peut néanmoins en tirer quelque chose, celui du mythe du héros, car plusieurs histoires et personnages valident ce schéma narratif. Luke dans Star Wars, licence qui est jugée à juste titre comme un mythe moderne, vit ce schéma. Il est extirpé de son quotidien, fait la rencontre de Yoda qui le forme, gagne contre Vador et revient avec la possibilité à son tour de former la prochaine génération de Jedi. Mais comme dit précédemment, cette définition est quelque peu limitée. Car si chaque œuvre validant ces points pouvait être considérée comme un mythe, on pourrait dès lors classifier Dora l'exploratrice comme telle. Oh mince! On doit alors se tourner vers les travaux de Barthes. Ce dernier, philosophe et sémiologue français, décrit le mythe ainsi. Le mythe est un système de communication, c'est un message. Ce que veut dire Barthes par là, c'est qu'une image, un objet ou un mot peut renvoyer à autre chose que son sens premier. Il peut prendre une dimension mythique. Il touche dès lors à l'imaginaire et à notre inconscient collectif. Prenons le cas des mots, une coupe dorée. Celui-ci se rapporte à son image d'une coupe en or, sauf qu'il possède un double sens. En effet, le concept de coupe dorée, pour vous, téléspectateurs, peut vous faire penser à énormément de choses. Cela peut être le Graal, faisant référence à la fois à Jésus et aux légendes et aventures arthuriennes tournant autour de sa recherche. Cela peut vous faire penser au sport ou à une certaine coupe du monde des sorciers. Le mythe est donc porteur de signes et de symboles. Si l'on s'arrête là, Harry Potter peut facilement être considéré comme un mythe, car son univers est truffé de signes et de symboles. Ces objets et créatures magiques sont un tas d'éléments possédant une double lecture. Son chien à 3 têtes par exemple, nous fait forcément penser au mythe grec. Ces hiboux nous font penser à la fois à la nuit, au prédateur qu'il est, à des animaux de compagnie, mais aussi aux courriers et aux lettres qu'il délivre. Mais encore une fois, si l'on s'arrête là, Dora l'exploratrice et son mythique sac à dos peuvent être considérés comme un mythe. Il faut donc continuer de creuser chez le prochain auteur et anthropologue, Lévi-Strauss. Pour lui, la fonction du mythe n'est pas historique, mais se veut symbolique. Cela ne repose pas sur des faits réels, mais sur la production et la création d'une explication à un phénomène que l'on ne comprend pas. Alors un mythe, qu'est-ce que c'est?
Un mythe, c'est par exemple une histoire qui essayera d'expliquer à la fois pourquoi il se trouve que le Soleil est à bonne distance de la Terre, alors qu'il pourrait être beaucoup plus loin et ce serait la nuit éternelle, ou beaucoup plus près et le monde entrerait en conflagration. Les Grecs, durant l'Antiquité, pour exemple, ne savaient pas pourquoi le soleil se couchait et se levait chaque jour. Ils ont donc créé le mythe du dieu Hélios et de son char solaire, expliquant pourquoi le soleil se déplaçait chaque jour. Ok, là, nous y voyons déjà un peu plus clair sur ce qu'est le mythe. C'est une histoire porteuse de symboles et de signes répondant à une problématique ou à un besoin. Et au-delà de ça, c'est également une histoire qui perdure dans le temps et qui marque les esprits, l'imaginaire et les consciences. Et comme l'a dit Barthes, le mythe est une parole. Pour qu'un mythe continue de vivre et d'exister, il doit dès lors être transmis, que ce soit par voie orale ou écrite. Et à ce dernier critère, la saga littéraire valide ce point. Outre la somme colossale de vente de ses livres, Harry Potter continue de vivre que ce soit par voie écrite, au détour d'un forum, par message entre amis ou par voie orale, à travers des vidéos ou des conversations au coin d'une cheminée. Porteuse de symboles et de signes, la saga l'est certainement. Si je vous montre des lunettes rondes, il y a fort à parier qu'elles vous font penser à Harry Potter. Un balai, peut-être avez-vous eu directement en tête le Nimbus 2000. Vous visitez un château et celui-ci vous évoque Poudlard ? On peut dès lors affirmer que oui, Harry Potter marque et s'ancre dans nos esprits. Au point même que si sans contexte vous demandiez à quelqu'un au hasard le premier nom d'un sorcier qui lui vient à l'esprit, il y a de fortes chances qu'il vous donne le nom d'Harry Potter. Et comme j'aime travailler autant sur le fond que sur la forme, j'ai mené de mon côté ma petite expérience. Et j'ai posé à quelques amis et collègues vidéastes, sans aucun contexte sur quoi je travaillais, 3 questions pour brouiller les pistes, mais avec une en commun. Quel est le nom du premier sorcier qui te vient en tête ? Les résultats sont pour le moins intéressants. Le premier nom d'un chevalier qui te vient en tête, Griffith. Le premier nom d'un méchant qui te vient en tête, Palpatine. Et le premier nom d'un sorcier qui te vient en tête, forcément, Harry Potter. Le premier démon qui te vient à l'esprit, Kurama. Le premier épice qui te vient à l'esprit, Mihawk. Le premier sorcier qui te vient à l'esprit, Merlin, dans Nanatsu no Taizai. La première créature qui me vient à l'esprit, le dragon blanc aux yeux bleus. Le premier espion qui te vient à l'esprit, James Bond. Le premier sorcier qui te vient à l'esprit, Harry Potter. Hello, c'est Répé Moldo, mais je réponds aux questions d'Endo. Première question, le premier ninja qui te vient à l'esprit. Et là, forcément, le premier qui me vient en tête comme ça, c'est Naruto. Deuxième question, la première reine qui te vient à l'esprit. Et là, sans hésitation, c'est la reine Mathilde, reine des Belges, bien évidemment. Et troisième et dernière question, le premier sorcier qui te vient à l'esprit. Et là, aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien c'est Merlin et personne d'autre. Pas Harry Potter, pas Dumbledore, juste Merlin. Bon, Harry Potter est donc porteur de signes et de symboles, et se transmet encore aujourd'hui par de multiples façons, faisant perdurer son existence au-delà de toute espérance pour un auteur. Mais pour qu'il soit considéré comme un mythe, il nous reste un dernier élément à vérifier. À quel besoin l'univers du jeune sorcier répond-il chez nous ? Les mythes antiques répondaient souvent à des questions dont nous n'avions pas d'explication scientifique à donner, que ce soit pour la création de la Terre, la naissance, la mort. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la rationalité, du numérique et de la science. Alors quel besoin peut combler Harry Potter pour nous ? Voilà une très bonne question, mais dont la réponse est évidente. Qui n'a pas réellement rêvé de recevoir sa lettre pour Poudlard et d'être convié à rejoindre l'école des sorciers et de choisir sa maison ? Énormément de personnes ont fantasmé là-dessus, et cela explique le succès phénoménal qu'a rencontré Hogwarts Legacy, car à travers un avatar plus âgé auquel on peut facilement s'identifier, le temps de quelques sessions de jeu, nous avons pu réaliser ce souhait enfui au plus profond de nous. Le mythe répond à un besoin, et Harry Potter le fait avec brio. Aujourd'hui, nous sommes dans une société tellement rationnelle et terre-à-terre que nous avons besoin, le temps d'un bouquin, d'un jeu, d'une histoire, de nous plonger dans un monde imaginaire où la magie est réelle. Harry Potter est donc bel et bien un mythe moderne. La question suivante est donc, le restera-t-il encore longtemps ? Eh bien, il y a fort à parier que oui. Car son univers, en plus d'être riche en histoire et références, utilise des archétypes forts et solides de ses prédécesseurs. Harry est par exemple l'archétype du demi-dieu, tout comme l'est Hercule. En effet, on découvre un jeune garçon qui semble tout ce qu'il a de plus normal, mais qui possède également une aura de martyr étant donné son passé et la manière dont les Dursley le traitent. Et ce,
jusqu'à l'arrivée d'Hagrid, qui lui révèle sa véritable nature surnaturelle. Mais en plus de jouer sur cet archétype, Rowling va plus loin, en le doublant de l'archétype de l'orphelin, un jeune héros sans famille qui va se construire lui-même à l'aide de sa propre force et des rencontres qu'il fait. Si vous y pensez rapidement, beaucoup de héros à grand succès utilisent cet archétype. Goku, Batman ou encore Naruto en sont le fruit même. Rowling utilise ces invariants pour en faire un héros auquel on ne peut que s'attacher et vouloir s'identifier, car il est la concentration de ce que l'on aimerait être, un être au pouvoir magique, fort et faisant le bien. Mais pour le devenir, il faut affronter des tonnes d'épreuves. Et tout comme Hercule a dû effectuer ses 12 travaux, Harry a son lot d'épreuves à dépasser. Touffu, le basilic, le Magyar à pointe, les Horcruxes ou encore Voldemort constituent les travaux qu'Harry doit achever, car il a littéralement le destin du monde sur ses épaules, étant donné qu'il est l'enfant de la prophétie, l'élu que le monde attend. Toute cette dimension mythique et biblique s'inscrit dans un récit initiatique. Harry découvre ses origines et se découvre lui-même au travers de son aventure. Il grandit et mûrit sur lui et sur le monde qui l'entoure. Pour achever son parcours initiatique, Harry doit vaincre Voldemort, passant véritablement de l'adolescence à l'âge adulte. Et l'acte en lui-même est hautement symbolique, puisque Voldemort est une partie de lui-même. Harry doit abandonner une part de lui pour pouvoir grandir, délaissant son enfance pour enfin devenir adulte. Rowling sait ce qu'elle fait avec son œuvre. Elle mélange et jongle avec les genres, le fantastique, le merveilleux ou encore le conte. Un cocktail explosif et qui prend la sauce, puisque le but premier est de nous donner envie d'un retour vers l'enfance. Cocktail réussi et qui aboutit à une dualité dans son œuvre. Harry Potter produit chez nous un effet Peter Pan. À la lecture de ses pages, au visionnage de ses films, nous avons envie d'être enfants à nouveau et de pouvoir nous émerveiller de toute cette magie. Alors qu'Harry est un anti-Peter Pan. Celui-ci grandit et tourne peu à peu le dos à son enfance et se tourne vers des préoccupations plus adultes. Ce qui se ressent dans le ton des livres et des films. Au plus on avance, au plus l'histoire s'obscurcit et l'émerveillement laisse place aux doutes et aux peurs qu'engendre le Seigneur des Ténèbres. Le tout empreint de plein de références aux mythes et légendes, faisant travailler notre imaginaire et inconscient. Si la scène d'Harry chez Ollivander est aussi iconique et mythique, c'est car elle fait écho à Arthur tirant Excalibur de la pierre. Si Dumbledore nous paraît si familier, c'est car notre imaginaire le jumelle avec Merlin l'Enchanteur. Voldemort est aussi craint car il est le mythique serpent tentateur, le mal incarné. La lutte des classes, qui depuis toujours est une cause sociétale, est présente dans le récit, avec à la fois l'opposition entre les moldus et les sorciers, mais aussi les sangs purs et les sangs de bourbe. Le tout nous fait réfléchir et titille constamment notre esprit. On s'en retrouve emporté et on se prête parfois également au jeu de pistes et de la lecture à plusieurs niveaux, cherchant les traces et références que Rowling a glissées dans son récit. Un mélange de potions incroyable qui fait que oui, Harry Potter est bel et bien un mythe moderne, et son succès risque encore de longtemps durer. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le sortilège de l'abonnement, du commentaire, du like et de la cloche. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. C'était Endo. Ciao.